Chers téléspectateurs, bonjour. Le rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité sociopolitique de la semaine sur BNews s'installe à nouveau chez vous. Au cours du débat de tout à l'heure avec les confrères, nous apprécierons la dernière sortie médiatique du chef de l'État, sortie au cours de laquelle il a fait un état des lieux 30 ans après la conférence nationale. Nous parlerons également du récent arrêté du ministre de l'Enseignement secondaire qui fixe les conditions de passage, de redoublement et de réorientation des apprenants dans les lycées et collèges d'enseignement général au Bénin. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons bien entendu un invité dans cette émission. Il s'agit de Laurent Delors Faton, mais avant, nous parlerons, comme je l'ai dit tout à l'heure, du débat qui, dans la première rubrique, s'animera avec les journalistes déjà en plateau. Quelles analyses font-ils de ces différentes actualités? La réponse, c'est avec eux et ils sont déjà en plateau. Déjà, Jacques Boko, bonjour. Bonjour, cher gamin. Vous êtes rédacteur en chef du journal Matin Libre. C'est votre première apparition sur cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Avec vous, pour faire le débat, quelqu'un qu'on ne présente plus, qui est habitué, en tout cas aux internautes, aux journalistes, aux téléspectateurs de BNews. Jean-Yves Mitopé, bonjour. Bonjour, gamin. Vous êtes journaliste d'investigation, journaliste politique, directeur du journal Les Pharaons. Jules Léandre Kitty, vous êtes notre troisième invité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur politique. Vous étiez avec nous il y a quelques semaines pour le plateau inaugural même de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. J'allais insister pour que vous précisiez justement que ça vous fait la deuxième fois que je viens ici. C'est un plaisir de vous recevoir. Le décor est bien planté, mesdames et messieurs. Place à la première rubrique de l'émission, les notes de la semaine. Alors, rebonjour, chers invités. Bonjour. Vous connaissez déjà le principe de l'émission, mais néanmoins, je vais vous le rappeler. Il s'agira dans un premier temps de noter chaque actualité, chaque sujet en débat, et puis vous passerez tout à la suite à l'argumentation. Eh bien, nous apprécierons dans la première partie de l'invité, comme je le disais tantôt, cet entretien accordé par le chef de l'État, sa sortie médiatique à l'endroit de la population. Il a parlé, bien entendu, des 30 ans de la conférence nationale, des acquis de cette conférence-là. Vous avez dû suivre cette émission avec moi. Jacques Bocor, si vous deviez noter cette sortie médiatique-là, quelle note allez-vous donner? Alors, je donne 6 sur 10, 6 sur 10. au chef de l'État. Merci beaucoup. On passera au débat tout à l'heure. Jean-Yves Mitopé, je vais vous demander de faire le même exercice. Alors, moi, je donne 7 sur 10. 7 pour ce sujet-là. Et Jules Léandre Kitty, quelle est votre note? Je flanque 9 sur 10 pour le chef de l'État. Alors, vous donnez pratiquement la meilleure note à ce sujet-là. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé cette note-là? Ben, pour expliquer les motivations de cette note, ça va être en deux temps et très rapidement. Oui, il y a d'abord pourquoi 9 et pourquoi le 1 que je n'ai pas ajouté pour que ça fasse 10 sur 10 parce que j'étais tenté de le faire. Ah bon? Le 9 parce que j'ai vu un chef de l'État qui a assumé ses options de sa génération, qui a projeté le Bénin, qui a regardé les acquis démocratiques, les acquis de la conférence nationale, mais sous le joug de quelqu'un qui projette le Bénin sur le 21e siècle, qui projette le Bénin de demain. Donc, il n'est pas dans de la génération qui regarde dans le rétroviseur pour s'extasier à l'idée que, pour faire revivre les émotions de 1990. C'est le monsieur qui vous dit, oui, c'est bon, les libertés, on les préserve, mais la dimension anarchique des libertés, on débarrasse le Bénin de ça et on encadre et on s'arrange pour que la démocratie se mette au service du développement parce que le développement c'est que le Béninois mange à sa faim, le développement c'est que on aille à l'assainissement, qu'on aille à des villes durables, le développement c'est qu'il y ait eau, électricité et qu'on ne continue pas de se plaindre de ce qu'il n'y a pas de salle de classe et tout ça. Donc, et ça nécessite que les gens se mettent au travail et parfois l'abus des libertés peut amener à ce qu'on ne se mette pas suffisamment au travail. Et Patrice Talon, on peut ne pas être d'accord avec lui sur certaines options. Mais moi, j'aime beaucoup les personnes qui disent, voici le choix délibéré que moi j'ai fait en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, quitte à ce que ça soit discutable. Donc c'est ce que j'ai vu. Maintenant, c'est que Patrice Talon, dans cette émission, on devrait s'arranger avec les journalistes également pour nous faire revivre 90 d'une manière ou d'une autre. En dehors de ce que le chef de l'État a dit, il était, parce que la toute première question, ça a été, ce qui aura manqué. Oui, c'est-à-dire qu'il a dit, bon, tout le monde était dans l'euphorie, mais qu'est-ce qui amène l'enfant qui n'a pas vu 90, quand il écoute son chef de l'État,
à revivre 90. C'est quand même notre patrimoine. Ça a manqué un tout petit peu. Donc, c'est ça le 1 que j'ai enlevé. Sinon, j'aurais donné 10 sur 10. Jean-Yves Mitop, le co-débatteur, Léandre Kitty le disait tout à l'heure, le chef de l'État a assumé avec courage et détermination son choix, ses options aujourd'hui, qui sont quand même mises à mal, qui sont critiquées par une certaine classe. Certains disent qu'il est en train de remettre en cause les acquis de cette conférence-là. Vous faites la même lecture, vous? Non, pas tout à fait. Mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que cet entretien, je ne vais pas dire que ça n'a rien apporté de nouveau, mais c'est les mêmes explications que le chef de l'État a toujours eu l'habitude de donner. Je crois qu'il n'a pas voulu rater ce tournant important qui est la célébration des 30 ans de la conférence nationale. Il fallait qu'il revienne encore s'expliquer. Il fallait qu'il justifie toutes les décisions qui ont été prises, les réformes dans tous les secteurs, dans plusieurs domaines et tout. Et c'est ce à quoi surtout l'émission a servi. Je suis d'accord avec Jules qui se plaint du fait que oui, qu'on n'a pas pu véritablement vivre tout ce qui s'est passé en 1990 au cours de cette émission, mais je crois qu'on a déjà vécu à travers la présence des journalistes qui étaient en plateau. Donc oui, c'est là qu'il faut revoir également la forme, surtout André-Marie Johnson, qui était un acteur de la conférence nationale, qui a couvert les travaux de la conférence nationale. Donc quelque part, la presse également a participé à ces travaux. Et puis aujourd'hui, sur tout ce qui a été dit par le chef de l'État, oui, il est revenu sur les libertés individuelles, sur le droit de grève également. Ce qui était plutôt au centre, c'était le développement. Est-ce qu'il reste dans la même logique que ce qu'il était en train de dire depuis 2016? Est-ce qu'aujourd'hui, il donne raison à ceux qui avancent que la conférence nationale n'avait pas véritablement de contenu et que le contenu était plus politique qu'économique? C'est ce qu'il a essayé d'expliquer parce que, visiblement, et c'est vrai, quand on fait le point, depuis 1990, et je remonte un peu plus loin, depuis 1960, nous n'avons pas véritablement progressé. On peut se rendre compte, bien évidemment, que par exemple, à partir de 2016, de 2016 à 2020, ça fait 4 ans, que le Bénin a progressé de façon, alors là, fulgurante dans certains domaines, d'accord, que sur les 30 ou les 60 dernières années. Qu'est-ce qui explique cela? Et c'est là qu'on vient justement à tout ce qu'il a essayé de faire comprendre à tout le monde par rapport à la réforme du système partisan, qui était également un point important, sinon un thème central de cette émission. Sur le sujet, il s'est expliqué. Et puis ceux qui disent aujourd'hui, ceux qui estiment qu'il n'y a plus autant de liberté, que les partis politiques ne peuvent pas se créer. On va revenir sur ça. Je vais revenir à vous, Jean-Yves Mitop. Le temps d'aborder la même question avec Jacques Bokor. Vous avez donné 6 sur 10 à cette actualité. Apparemment, la sortie médiatique du chef de l'État ne vous aura pas rassuré sur tous les plans. Bon, on peut mieux faire. Oui. J'aurais pu donner 5. Si j'ai donné 6, c'est un point pour la qualité du débat. Parce que ça n'a rien à voir à ce que nos confrères de l'extérieur viennent faire ici. La qualité de l'image, les deux acteurs, nos deux confrères ont tenu face au chef de l'État et les échanges, vous avez vu. Ils étaient à la hauteur. Bien sûr. Et on sentait que c'était vraiment à cœur ouvert. C'était une causerie comme le chef de l'État. Évidemment. Donc, moi, j'ai apprécié. Et il n'a pas non plus rougir sur certaines questions, et notre confrère, surtout Gaston Yamaro, l'a quand même titillé. Voilà, donc je donne un point. Absolument. Je donne un point à ça. Et on connaît Gaston Yamaro par rapport à ses prises de position, par rapport aux actions du gouvernement. Donc je donne un point à ça et 5 pour le chef de l'État. Bon, j'ai vu un chef de l'État, bon, Jean l'a dit, qui nous a habitués déjà à ce classique. C'est un classique et pratiquement les mêmes explications, les mêmes choses. Et un chef de l'État qui soutient mordicus ces réformes, qui pense que c'est ce qu'il nous faut forcément pour que le développement soit un acquis. Et qui sinon que vous ne partagez pas cette option-là. Vous savez, la différence ici, puisque nous parlons des 30 ans de la conférence nationale, oui, tout à fait. C'est 493 délégués qui ont décidé de l'avenir du Bénin. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? Pratiquement, c'est une personne qui est dans cette posture désormais. Donc, moi, j'aurais du mal à faire une comparaison. Mais c'est à lui qu'on a confié les destinées du pays depuis 2016. Bien sûr, je suis d'accord. Mais ces destinées, tout
porte à croire que l'histoire du Bénin, et Jean-Eudes Mitokpe a semblé aussi dire la même chose, a commencé à être écrite à partir de 2016. Non, je pense que les gouvernements qui se sont succédés ont fait quelque chose pour que nous soyons là. D'accord. Ouais, on va y revenir certainement dans les détails. Jules Léandre Kitty, je vais vous faire presque la même question. C'est vrai, le chef de l'État l'a dit que les gouvernants successifs ont manqué de courage, de détermination, de sérieux dans le choix des politiques. Et Patrice Talon trouve aujourd'hui qu'après le tournant de 1960 où le Bénin a acquis son indépendance, celui de 1990 où la conférence des forces vives a été organisée, qu'avec la rupture, l'histoire du Bénin s'écrit autrement. Est-ce que vous faites la même lecture, vous? Non, je fais la même lecture que le chef de l'État, mais à 50%. La première partie, je ne suis pas du tout alors d'accord avec le chef de l'État, parce que le charme même de l'opération de la rupture tient du fait que les autres ont fait autre chose que lui. Vous voyez, c'est parce que de 1960 à 1972, de 1972 à 1990, les enjeux étaient différents. D'accord? Les enjeux étaient différents. De 1960 à 1972, on vendait le cadre béninois, du quartier latin. Il fallait que le Bénin porte déjà ceci du pays où il y a les têtes ferlées. On a vendu ça avec l'assistance du colon qui a juste octroyé des indépendances. De 1972, à partir de 1972, il s'est trouvé des gens pour donner du charme. Vous savez, le régime révolutionnaire, moi je l'ai connu vers sa fin, mais c'est un régime qui a charmé. C'est-à-dire que c'est un mérite que de réussir à emballer tout un peuple. Vous savez, moi, ma génitrice, ma mère m'a dit qu'elle était pratiquement enceinte et à terme, et lorsque les mercenaires sont venus au Bénin pour attaquer le Bénin, il a suffi que Mathieu Kérékou parle, et de son petit transistor dans son village là-bas, quand elle a entendu, elle a pris une pierre, femme enceinte, et s'est mise dans la rue. Comme si le mercenaire se mettait devant elle avec le fusil, elle allait lui lancer quand même cette pierre. Symbole de l'Amazone de Dahomey qui est prête. Comment on arrive à amener un peuple à ça? Mais est-ce qu'à un moment donné, en 88-89, on n'a pas trouvé que ça ne donne pas à manger? Même si idéologiquement, on est emballé. Mais à partir de 90, puisque le compteur devrait être mis à zéro, on a repris. Vous allez constater que ceux qui étaient acteurs de la révolution, c'est pas à eux qu'on a confié les destinées du pays en 90. On est allé chercher Nicéphore Soglo, donc qui devrait apporter quelque chose. Et le chef de l'État lui-même, il a dit, et c'est là où on est en phase, il a dit, le nouveau départ arrive à chaque époque d'une nation. Quand on mettait Nicéphore Soglo, c'était un nouveau départ. Le diagnostic était fait, il fallait un nouveau départ. Mais 30 ans après, il faut un nouveau départ. Et le nouveau départ que Patrice Talon fait maintenant, il fait son nouveau départ. Et ce qu'il fait, c'est qu'il a fait un excellent diagnostic du résultat produit par l'accumulation de la gouvernance des autres. Moi, j'estime que cette émission, c'était beaucoup plus pour réaffirmer et pour assumer ces options. Et je ne suis pas d'accord avec mes deux co-débatteurs qui voient dans la répétition de l'affirmation des options faites par le chef de l'État, le président Patrice Talon, comme une répétition, comme un classique. Non. Vous savez... C'est Jean qui l'a dit. Bon, d'accord. Vous m'excusez alors. Mais vous savez, en communication, vous tenez compte d'abord de la posture, de l'image, de profil qu'on vous donne et de la cible que vous voulez toucher. Patrice Talon a été présenté par une certaine opinion non négligeable, comme celui qui est venu dynamiter, excusez-moi, j'aurais fini dans 30 secondes. Très rapidement. Oui, alors. Celui qui a dynamité le dispositif démocratique. Et ça aurait été une grosse erreur s'il refusait d'intervenir maintenant parce qu'il avait déjà dit la même chose. On va dire, bon, comme il a enterré la démocratie, on fait anniversaire, il n'en parle pas. Donc, il intervient pour vous dire du résultat de la conférence nationale. Voilà ce que moi j'en ai fait. J'ai sauvegardé les acquis, mais c'est la dimension anarchique que j'enlève et je propose quelque chose qui donnera à manger aux enfants béninois, qui va amener les enfants béninois à être mieux formés et à être à l'aise. Effectivement, Patrice Talon l'a dit, il y a certaines libertés qui sont perdues aujourd'hui. C'est vrai, d'autres sont sauvegardées, perdues, mais d'aucuns
trouve que c'est une menace sur cette option fondamentale de la conférence nationale. Est-ce que, Jean-Eudes, vous trouvez que le fait que le chef de l'État veuille, coûte que coûte, imposer sa logique au mépris de certaines libertés individuelles n'est pas une menace? J'ai pas compris la question. Quelles libertés ont été perdues? Non, c'est-à-dire, le chef de l'État a reconnu qu'on prend des libertés collectives, individuelles. Par exemple, on prend par exemple le cas de l'encadrement du droit de grève. Ça a été encadré, le droit de grève existe toujours. Eh bien, aujourd'hui, le droit de grève existe toujours. Des réformes, le droit de grève, les travailleurs peuvent toujours aller en grève. La loi a été encadrée, d'accord? Le droit de grève a été encadré, donc les travailleurs peuvent toujours aller en grève. Aujourd'hui, plus personne ne va en grève, ça veut dire que il fallait peut-être aller à ce niveau-là. Maintenant, votre question, c'est de savoir... Oui, on parlait peut-être de liberté d'expression. La liberté d'expression... Le Bénin a dégringolé au classement de Reporters sans frontières, par exemple. C'est un point important. Je vais revenir sur ce que Jules et Jacques ont dit. Mais avant, la liberté d'expression, c'est un point important. Et en principe, en tant que journaliste, nous ne devons pas faire la langue de bois sur ce sujet. Nous sommes d'accord aujourd'hui que certaines personnes ne sont plus véritablement enclines à s'exprimer comme cela se faisait, mettons, en 1990, par exemple. Parce qu'en 1990, vous savez qu'il y a eu la libération de l'espace audiovisuel et que la plupart des journalistes ont fait leur travail convenablement, contrairement à ce qui se passait à l'époque de la Révolution. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, on constate, oui, et ça n'a pas commencé seulement sous Patrice Talon. Depuis Boni Yayi, on constate que les organes de presse ont été fermés, on constate que les journalistes ont été envoyés en prison. Ce n'est pas seulement à partir de 2016 que ce problème se pose. Ce problème s'est posé après, mettons, Kérékou 2, donc 15 ans après la conférence nationale. On peut déduire directement que les acquis de la conférence nationale, surtout sur le plan des libertés, ont été plus préservés de 1990 à à Kérékou 2, et que maintenant, nous sommes en train de reculer. Oui, il faut constater la chose et déplorer cela. Mais ce qui nous donne espoir, c'est que dans cet entretien, le chef de l'État a eu à dire qu'il est totalement ouvert aux critiques et que même ceux qui peuvent critiquer son action lui permettraient aujourd'hui d'avancer. Donc, oui, ce que nous pouvons espérer, c'est que à partir de cet instant, à partir de 2020, qui consacre les 30 ans de la conférence nationale, que nous puissions faire de nouvelles réflexions. C'est surtout ça le problème aujourd'hui. Il ne s'agit pas forcément d'épiloguer et de polémiquer sur tel ou tel sujet. Il s'agit aujourd'hui de réfléchir, de voir au-delà du développement que nous sommes en train d'amorcer maintenant, quelles sont les déviances, si vous voulez, que nous pouvons corriger pour nous remettre sur le chemin de 1990 et surtout... Donc pour vous, aucune liberté n'est compromise. Je n'ai jamais dit ça. Je vous ai bien dit tout à l'heure que la question des libertés, c'est à double tranchant et que ce n'est pas seulement sous Patrice Talon qu'il y a des journalistes encore en prison aujourd'hui, mais pas pour avoir critiqué l'action du chef de l'État, et il a dit qu'il n'a jamais porté plainte contre un journaliste. Je ne reviendrai pas, je ne vais pas me faire son avocat défenseur et refaire l'émission à sa place, mais il y a que, Jacques Bocol disait tout à l'heure que la plupart des délégués, les 400 ou un peu plus de 493 délégués s'étaient réunis pour faire des choix et tout, et qu'aujourd'hui, par exemple, c'est une seule personne qui décide. Non, en 90, il fallait définir les grandes orientations surtout politiques, c'est ce qui a été fait. Et en 90, oui, mais les grandes orientations ont été définies, mais on semble dire que ça n'a pas produit son effet. Bien sûr, ça n'a pas produit son effet. Une de ces orientations, justement, c'est le multipartisme intégral prôné, mais aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, on sent que c'est une entorse, une menace pour cet acquis-là. Non, d'abord, je ne dis pas que rien ne se fait par le régime actuel, hein, mais tout ce qui se fait, pour moi, n'est pas extraordinaire, n'est pas nouveau. Ah bon? Je vais vous donner, on aurait pu y aller un peu plus tôt. Quelqu'un lui a posé la question, André-Marie Johnson, notre doyen, lui a dit, mais votre modèle de développement ressemble à quoi? Mais il a semblé être proche de la dictature du développement. Maintenant, la dictature du développement, c'est vous qui voyez ça. La dictature du développement a été sortie un peu plus tôt par son prédécesseur, Yayi Boni. Je vous donne un exemple. Mais il n'a pas affirmé ça. Mais il a affirmé, il a dit, mais nous sommes dans une démocratie. Vous dites qu'il a semblé être plus proche de ça. Oui, il n'a pas affirmé, mais c'est ce qui est affirmatif. Nous sommes des analystes, nous sommes des observateurs. Donc, nous déduisez de ce qu'il a dit. Bien évidemment qu'il est proche de la dictature du développement.
qui n'est pas un concept nouveau. Mais il a dit qu'il n'a pas d'idéologie. Hein? Il n'a pas d'idéologie, il est pragmatique. Certainement que les autres n'ont pas été pragmatiques, je n'en sais rien. Mais une chose, le chef de l'État, par exemple, dit que par rapport à la lutte contre la corruption, quand on interpelle les gens, il y a certains qui ne veulent pas aller répondre et qui félicitent. Qui préfèrent prendre la tangente. Prendre la tangente, ne date pas du régime de talon. Prendre la tangente. Mais il a dit à certains. Non, il faut qu'on aille vite, quoi. Il faut qu'on aille vite. Prendre la tangente ne date pas de temps de la rupture. Est-ce que pour ça, il faut continuer? On a interpellé des gens, d'autres sont partis. Je donne un exemple. En 2015, vous vous rappelez le 19 mai, vous rappelez le 19 mai à l'Assemblée nationale, 42 contre 41. On a dit que le Parlement ne peut pas être le prolongement du gouvernement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Alors, nous n'allons pas faire je vous donne des exemples pour que nous voyons un peu qu'on aurait pu... La libération de la berge. Quelqu'un avait osé démarrer. Oui. Mais le lendemain, aussitôt, quelqu'un a pris sa canne avec son épouse, ils sont allés se promener et ça n'a pas marché. Donc, moi, je pense que on aurait pu aller au développement. Les grèves que nous avons observées, vous le savez mieux que nous, qu'il y avait les télécommandes derrière. Donc, alors nous allons rapidement avec notre commission passer au second sujet. Chaque confrère permettez que nous évoluions dans ce débat. Nous allons très rapidement passer au second sujet. Vous le savez, depuis le 7 février dernier, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, Mawion Kapo, a sorti un arrêté dans lequel il définit bien évidemment les conditions d'accès, de redoublement, d'orientation des candidats dans les lycées et collèges d'enseignement général au Bénin. Une décision qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. D'aucuns assimilent ça comme une restriction, des libertés de choix des apprenants par ici. Vous allez noter cette actualité. Je vais commencer par Jules Léandre Kitty. Si vous devez donner une note au ministre Mawion Kapo pour cette décision qu'il a prise, quelle note? Non, vous ne faites pas du bien au ministre en me demandant de lui donner la note, parce que à l'actualité, là... Mais c'est le principe de l'émission. Non, à l'actualité, là, j'aurais donné... On va commenter après. Notez d'abord. Bon, là, j'ai cherché moins de 5 sur mon papier, là, je crois pas. Et ça, c'est un faux coup que vous me faites, là. Ah oui, d'accord, j'en trouve. Je vais être gentil, voilà. 4. Vous donnez 4 au ministre Mawion Kapo. Je vais venir à Jean-Yves Mitokwe. Oui, moi je donne 5. Vous donnez 5. Oui. Donc passable Jacques Bokor. Je suis même pressé de lui donner 3. Vous lui donnez 3. Même s'il est enseignant. Vous lui donnez 3, apparemment c'est une note médiocre. Bien sûr. Alors pourquoi avoir donné cette note? D'abord, ça tangue beaucoup au niveau du système éducatif. Et je vais me permettre de répéter le professeur Jean-Pierre Ezin qui dit quoi? Qu'à l'allure où vont les choses, on n'aura pas des îlots de compétences à la sortie, à la fin du premier mandat de Patrice Talon. Donc, oui, il y a certainement de belles idées. On a de belles idées, mais il semble qu'on s'y prend mal parce que certainement on ne mûrit pas assez les réflexions. Sinon l'idée n'est pas mauvaise en soi. Non, moi je pense que on est en train de chercher l'idéal pour notre système éducatif, mais on n'y est pas encore. Mais si on n'y est pas, moi je préfère qu'on prenne du temps pour mieux mûrir les réflexions. On a installé le Conseil national de l'éducation. Le chef de l'État lui-même a dit que les interventions, les émissions politiques, ou bien que l'installation du CNE va sonner le glas de l'émission de la politique dans le système éducatif. Mais vous trouvez que quelques jours après l'installation du CNE, on constate que ça continue toujours. On aurait pu laisser le CNE peut-être nous définir le modèle. Donc pour vous, ça rentre un peu dans les prérogatives du CNE. Oui. Et la décision, non, très rapidement, cette décision avait été déjà prise par son prédécesseur, le ministre Kokou, Lucien Kokou. Oui. En 2017, Lucien Kokou avait déjà dit, si vous n'avez pas la moyenne et le BEPC, que vous ne passez pas. Maintenant, il fait un rétropédalage, il revient, il dit l'un ou l'autre. Donc, moi, je pense que l'école ne doit pas danser du tipenti. C'est-à-dire, un pas en avant, deux, trois derrière. J'arrête de me toper sur la même question, très rapidement. Oui, j'ai suivi un peu cette actualité également.
mais il y a encore beaucoup de choses qu'on doit nous expliquer. Jacques Bokor a parlé de ça tout à l'heure. Est-ce que cette décision est une décision du ministre ou est-ce que ça a été une orientation... Le ministre est signataire de l'arrêté. Est-ce que ça a été une orientation du Conseil national de l'éducation, par exemple? Nous ne savons pas. Donc, il faut savoir d'abord, parce que depuis que le Conseil national de l'éducation a été installé, on n'a pas encore vu de décision du Conseil national de l'éducation. En principe, la première session devait s'ouvrir, je crois, ce mois de février. Est-ce que c'est déjà les décisions du Conseil national de l'éducation? C'est la grosse première question. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un problème. Parce que le Conseil national de l'éducation doit s'occuper de toutes les questions concernant la politique globale de l'éducation au Bénin. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et j'ai aussi le sentiment que le ministre de l'enseignement secondaire veut rester un peu dans l'action, parce qu'il n'y a pas, je crois, ça fait environ une semaine qu'on l'a vu rassembler, il était avec le procureur, le ministre de la Santé et tout ça pour parler de la consommation de la drogue à l'école. Ensuite, il a rencontré également les parents d'élèves, les promoteurs privés et tout sur le même sujet. J'ai l'impression que le ministre veut rester dans l'action. Mais même s'il va rester dans l'action, que cette décision cadre avec la politique globale de l'éducation. Maintenant, revenant à ce que Jacques Bokor disait tout à l'heure, cette réforme du brevet c'est pas une nouvelle réforme. D'autres pays l'ont déjà expérimenté, d'autres pays sont toujours en train de faire la même chose. Quand vous avez la moyenne, vous passez en seconde et tout. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Mais ce que nous devons savoir, le principe de l'éducation comparée. Il va falloir qu'ils nous expliquent ce qu'ils appellent l'éducation comparée. Moi, je suis journaliste, je ne maîtrise pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que la réforme telle que on veut l'appliquer aujourd'hui au Bénin, est-ce que véritablement ça c'est compatible avec notre système éducatif? Parce que on risque, on risque dans 3 ans, parce qu'il va falloir attendre 3 ans pour voir les premiers fruits, si vous voulez, de cette réforme. On risque dans 3 ans d'avoir un nombre important d'apprenants en terminale. Ce qui veut dire quoi? Qu'on aura un flux important à l'université. Alors que justement, nous sommes en train de vouloir contenir tout ça et de renvoyer les gens vers les apprenants vers la formation technique et professionnelle. On dit qu'à partir d'une certaine moyenne, on va réorienter les apprenants. Les réorienter dans le secteur professionnel, dans l'enseignement technique et professionnel, où sont les centres de formation technique et professionnelle? Autant de questions autant de questions auxquelles il faut trouver d'abord des réponses avant de pouvoir lancer comme ça. Et même si ça commence, même si ça commence l'année prochaine, qu'on dit, il y a certains apprenants qui vont faire le modèle long, maintenant il y aura plus de séries littéraires, tout le monde sera scientifique, ça veut dire que vous faites la physique, les mathématiques et tout ça en 4e, 3e, et que maintenant, en seconde, vous allez poursuivre, on risque d'avoir aussi un fort taux d'échecs aux examens et surtout au baccalauréat. Donc, il faut savoir exactement où nous allons et poser les problèmes de façon claire et surtout expliquer aux acteurs. Et puis l'autre chose, on n'est même pas sûr de comment les passages vont s'effectuer. Merci Jean-Luc. Julien Kitty, nous allons évoluer. C'est juste une phrase. On n'est pas sûr en réalité de comment est-ce que les passages en classe supérieure vont s'opérer, que ce soit dans les collèges d'enseignement public que dans le privé, quand nous savons généralement comment les notes s'octroient aux enfants et que les enfants passent, parce que vous savez maintenant, au niveau secondaire, ça veut dire que c'est le baccalauréat qui sera le premier diplôme. Le premier diplôme, c'est l'une des réformes, là, justement. Là d'ailleurs précisé. Et Julien Kitty, est-ce que vous trouvez que cette réforme-là est inopportune? Est-ce qu'elle est de nature à susciter encore des polémiques? Non, parce que déjà, il y a des contestations. Les acteurs disent n'ont pas été associés. Non, j'ai fait l'effort de trouver un mot moins fort que de l'incohérence et j'en ai pas trouvé. Pourquoi? Le mauvais timing. C'est-à-dire qu'on installe le Conseil national de l'éducation consacrant l'échec des politiques des ministres de l'éducation pour que nous allions de façon correcte et planifiée vers un modèle éducatif que le chef de l'État veut, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le ministre semble refuser de se retrouver en mode désœuvré. Donc, il se dit, il faut que j'aille trouver les sujets du genre, ces gens prennent la drogue dans les écoles, c'est bien. Les ONG sont là, ils faisaient ça avec le ministère depuis. Oui. On est à quel niveau de l'année scolaire maintenant? Ce n'est pas une priorité. Non, attendez, on est à quel niveau de l'année scolaire maintenant? À quelques mois des examens, où la priorité doit être là-bas pour que cet arrêté-là soit utile. Ensuite, vous risquez d'avoir des arrêtés pour dire comment un enseignant doit dérouler tel chapitre. C'est pas le rôle du ministre. Maintenant, je suis sûr que
le Conseil national de l'éducation ne peut pas s'asseoir. On a eu des arrêtés sur les... Oui, 2 secondes. Dans les arrêtés vestimentaires. Voilà. Le Conseil national de l'éducation ne peut pas s'asseoir pour sa première sortie ou bien ses premiers fruits, dire au ministre allez prendre une décision du genre. Donc vous trouvez que le Conseil a été associé. Tout ce qui n'est pas planifié, qu'on ait des rétropédalages du genre, ça va devant, ça va derrière. Et ça, sur la qualité de l'enseignement, qu'est-ce que c'est devenu les questions d'évaluation qui a opposé et qui ont opposé les... Est-ce que ça fait qu'on a eu de meilleurs enseignants maintenant? Donc, c'est un échec. J'ai l'impression que moi, on peut trouver que c'est trop fort, mais j'ai l'impression que le chef de l'État s'est dit, et il le dit souvent, que le jour où un chef d'État ne sera plus contraint de nommer des ministres à cause des amitiés politiques, on ira de l'avant. Je suis sûr qu'il a compris qu'il est obligé de maintenir les ministres de l'éducation. Et maintenant, pour régler quand même le problème, il installe le Conseil national de l'éducation qui, visiblement, va arracher beaucoup de prérogatives donc au ministre. Maintenant, le ministre n'a qu'à rester tranquille. Parce que dans cette fonction-là aussi, même si vous n'arrivez pas dans le résultat, on vous maintient à gérer les reliquats. On aura compris le fond de votre pensée. Le ministre Mario Kafo, le ministre de l'enseignement secondaire. C'est un bon enseignant, c'est un bon cadre, il a décidé, mais bon. Il doit revoir sa copie. La note que Julien lui a donnée trahit ses appréciations après ou ses analyses. Non, mais je vous ai dit que c'était gentil. Merci, cher confrère, merci. Non, c'est quelqu'un que j'apprécie bien. Merci, cher confrère, pour avoir accepté. Mais là, avec nos téléspectateurs et internautes, votre lecture sur les grands sujets de l'actualité de la semaine. Bon retour chez vous. Merci. Cette émission se poursuit et dans l'instant qui va suivre, je vais recevoir par ici Dios Chacha. C'est lui qui nous présentera la revue de presse en ligne. Caro. Non, il faut pas. Aïe, il est sorti là. C'est ça une erreur. Dès mon mieux, on continue à go devant Guablo, pif. Pourquoi depuis tout le temps que vous voyez les scènes que j'arrête? Je t'ai payé. Moi, c'est Midjan, c'est Midjan. Il y a Semidjan et il y a Semidjan. Oui. Attends, nous voulons 2. Ah, voilà. C'est bon. Tu vois, moi, je prends toujours le Semidjan Mobile Money. Et à ton âge, tu dois l'adopter. Adoptez les nouveaux SIM formés et accrédités. Avec MTN SIM Choco, c'est la sécurité garantie et jusqu'à 900 francs de bonus d'appel. Tapez simplement étoile 410 et payez vos courses. Pour consulter votre bonus, composez étoile 124, étoile 265, dièse. Oui. Choco. Ils sont branchés, hein? Everywhere you go,